présente d'abord, je suis ravie d'être parmi vous. Je suis Dr Slima Lioubi Idrissi, pharmacienne et passionnée du monde de la phytothérapie, du monde des nutraceutiques, entre guillemets. Ce monde qui a connu et qu'on est tous témoins de son évolution constante. Aujourd'hui, les nutraceutiques ne sont pas uniquement de simples compléments alimentaires, ils vont au-delà de ça. Ils vont venir pour prévenir certaines pathologies, mais aussi traiter certaines pathologies d'intensité légère à modérée et être associés avec l'allopathie. Alors, autant que pharmacien, je pense que d'après notre formation, notre expertise, mais aussi d'après notre proximité par rapport aux patients, on est les mieux placés pour bien savoir ce marché. Alors, au cours de cette conférence, je vais vous fournir tous les éléments nécessaires, mais aussi les critères importants pour bien différencier, choisir et mieux conseiller les nutraceutiques d'une manière professionnelle et éclairée. Et on commence notre conférence qui s'intitule « L'intérêt des nutraceutiques dans la prise en charge en officine des pathologies hivernale. » Alors pour cela, nous allons voir aujourd'hui le marché du nutraceutique, principalement le marché du système respiratoire. Alors par la suite, on va voir les pathologies respiratoires, les causes, les symptômes et la prise en charge. On va passer aux places des nutraceutiques dans la prise en charge des pathologies hivernales et on clôture par des exemples de nutraceutiques. Alors, on commence par le marché du nutraceutique, qui est un marché en plein essor, un marché en pleine évolution. Alors, le marché du nutraceutique, principalement celui du système respiratoire, il représente 7 757 unités. Ça, c'est en cumul fixe décembre 2024. Ça veut dire que c'est l'année dernière. Et on parle uniquement du système respiratoire, avec un chiffre d'affaires de 434 millions de dirhams. C'est énorme. Alors, ces produits sont dominés par les sirops contre la toux, qui représentent un chiffre de 5 488 000 unités, toujours en cumul fixe décembre 2024. Par la suite, vous allez trouver les comprimés à sucer, les sprays gorge, la vitamine D et la vitamine C naturelle. On a sélectionné juste les éléments qui sont les plus importants par rapport au système respiratoire. Alors, ce nombre d'unités est prescrit, mais aussi conseillé par les pharmaciens pour traiter et prise en charge de plusieurs pathologies hivernales respiratoires, notamment le rhume, qui est une inflammation des fosses nasales. C'est une épidémie contagieuse toute l'année, causée par le rhinovirus. Le patient, il souffre d'éternuement, de congestion unilatérale, bilatérale, de rhinorrhée. Au début, ce sont des rhinorrhées qui sont claires. Au fur et à mesure, ils deviennent jaunâtres et épaisses. Le patient souffre aussi de fatigue et de pesanteur à la tête avec une fièvre qui est légère, voire absente. Pour la prise en charge numéro 1, la plus importante recommandée par les études, c'est les solutions d'hygiène nasale. Isotonique en cas de rhinorrhée, hypertonie en cas de congestion. Ça va en fait accélérer la guérison. Donc, c'est très important de les conseiller. Par la suite, vous allez trouver des décongestionnants, les corticoïdes ou bien les décongestionnants naturels. Reste à savoir aussi que les décongestionnants, pour avoir une efficacité, ils doivent trouver des fosses nasales bien nettoyées et libérées. Alors, des antalgiques, des immunostimulants, notamment de la vitamine C, de la vitamine D, du zinc, du sélénium, des tonifiants, sans oublier le repos. Je ne peux pas parler de la prise en charge du rhume sans parler du dernier rapport de l'ANCM par rapport aux médicaments décongestionnants à base de la pseudoéphedrine qui ont été déconseillés par cette dernière parce qu'ils vont causer des effets secondaires, notamment de l'hypertension artérielle, des arythmies et des AVC. C'est vrai que ce sont des effets secondaires rares, mais qui sont graves. Notez bien qu'au niveau de votre pharmacie, il y a 3 types de médicaments anti-rhume. Vous allez trouver des médicaments, des sachets anti-rhume dont l'indication est principalement la congestion. Ils sont à base de la pseudoéphedrine. Vous allez trouver un autre type de médicaments anti-rhume dont l'indication principale est les rhinorrhées. Ils sont à base de la phéniramine, un antihistaminique. Et un 3e type de sachet anti-rhume avec les deux indications, la pseudoéphedrine et le phéniramine. Bien, alors on passe à la pharyngite, qui est une inflammation du pharynx qui va venir suite au rhume. On a les mêmes symptômes que les rhumes, avec de plus des douleurs au niveau du pharynx, des douleurs au moment de la déglutition et une toux. Une toux qui est au tout début sèche, mais par la suite, elle devient grasse parce qu'on a des mucosités qui vont fluidifier la toux. Donc, on va laisser la même prise en charge. On va ajouter, bien sûr, des pastilles et des sprays anti-inflammatoires et anti-infectieux, avec bien évidemment des expectorants. Alors, tout ça, ça passe, mais la grippe, ça passe pas. La grippe, selon l'OMS, c'est entre 3 à 5 millions
de cas graves chaque année et entre 290 000 à 650 000 de décès annuels. La grippe qui est une inflammation des voies respiratoires par le virus influenza. Le patient, il souffre de quoi? Alors le patient, il souffre tout d'abord d'une fièvre élevée qui dépasse les 38 degrés avec des frissons. Il souffre bien sûr de malaise général, de arthralgie, myalgie, aussi de courbatures, de céphalée, une toux qui est sèche et qui va rester sèche, et des fois des rhinorrhées et des congestions. Il faut noter que la grippe, bien sûr, il y a des complications, surtout chez les patients vulnérables, les patients qui dépassent les 65 ans avec la possibilité d'une complication d'une surinfection bactérienne ou bien d'une surinfection bactérienne pulmonaire. Mais aussi chez les enfants, la possibilité d'une surinfection bactérienne et les otites. Alors pour les patients vulnérables, surtout les patients 65 ans, il y a l'intérêt de la vaccination. Alors il faut faire attention, est-ce que votre patient souffre de grippe ou bien de syndrome pseudogrippal? Voilà. Le syndrome pseudogrippal, il s'agit en fait d'une infection des voies respiratoires par d'autres virus indépendamment du virus influenza. On a les mêmes symptômes que la grippe, c'est-à-dire on a la fièvre, les courbatures, les céphalées, etc., mais d'une manière modérée par rapport à la grippe. Pour la prise en charge, bien sûr, que ce soit la grippe ou bien le syndrome pseudogrippal, il faut penser à donner des antalgiques, des antipyrétiques, une solution d'hygiène nasale isotonique, des décongestionnants, mais aussi des antitussifs, des myorelaxants, sans oublier de renforcer le système immunitaire par ce qui est nutraceutique, mais aussi par ce qui est de base, la bonne alimentation, la bonne hydratation et le repos. Alors maintenant, mon patient, est-ce qu'il souffre de grippe, de syndrome pseudogrippal ou bien de rhinopharyngite? Comment différencier entre les trois? Indépendamment de l'origine, bien sûr, vous avez le début du symptôme qui est beaucoup plus brutal lorsqu'on a de la grippe, qui est progressif quand on a le syndrome pseudogrippal et quand on a la rhinopharyngite. Maintenant, pour la fièvre, elle est beaucoup plus marquée, élevée, dépasse les 38 degrés Celsius quand on a de la grippe, elle est modérée lorsqu'on a le syndrome pseudogrippal et elle est absente ou très légère lorsqu'on a la rhinopharyngite. Alors quand on parle de la fatigue, les maux de tête et les courbatures, ils sont beaucoup plus intenses lorsqu'on a de la grippe, modérés lorsqu'on a le syndrome pseudogrippal et absent ou bien très léger lorsqu'on a la rhinopharyngite. La toux, c'est une toux qui est sèche, la grippe, c'est une toux qui est grasse, dans le syndrome pseudogrippal. Excusez-moi. Normalement, c'est déjà fait la prise. Alors, je continue. Maintenant, pour les éternuements, ils sont beaucoup plus marqués lorsqu'on a de la rhinopharyngite, tandis que les complications sont beaucoup plus fréquentes lorsqu'on a la grippe, fortement pour les patients vulnérables qui dépassent les 65 ans. Alors, les angines. Alors, on descend un peu en bas. Les angines, c'est une inflammation des amygdales. On a des angines érythémateuses, comme on peut avoir des angines érythémato-pultacées, de cause virale ou bactérienne. Virale, c'est ce qui existe le plus. Ils sont beaucoup plus représentés et représentent entre 60 à 80%. Différents virus, contrairement à la bactérienne qui est beaucoup plus fréquente chez les enfants avec un pic entre 3 ans et 15 ans. Et elle est très rare chez les adultes. Alors, pour savoir et diagnostiquer est-ce que c'est une angine virale ou bactérienne, est-ce que mon patient il souffre de quoi? La vérité entre ce que j'ai trouvé en littérature et ce qui est pratiqué de nos jours par les pharmaciens ou par les ORL même, ça n'a rien à voir entre les deux, c'est-à-dire c'est deux choses, deux pôles différents. J'ai essayé de combiner, d'accord, entre ce qui est dans la littérature parce que j'ai trouvé certaines choses qui étaient intéressantes et qui vont nous aider, mais aussi de les associer avec ce qu'ils m'ont dit les ORL pour qu'ils puissent diagnostiquer entre ce qui est viral et bactérien. Alors, ce que j'ai trouvé en littérature, c'est ce score-là, le score de Isaac-Imag. Alors, ce score-là, il dépend de certains critères. Selon ces critères, on va savoir est-ce que mon patient il souffre d'une angine virale ou d'une angine bactérienne. Alors en fait, vous avez les critères devant vous et on va imaginer un patient devant nous qui a une angine. Et on commence à demander,
Est-ce que vous avez une température avec une fièvre qui dépasse les 38 degrés? Si c'est oui, on fait plus 1. Maintenant, est-ce que vous avez, si c'est non, on fait moins 1. Est-ce que vous avez une absence de taux? Alors, si c'est oui, c'est plus 1. Absence de taux. S'il y a la taux, c'est moins 1. Alors, ensuite, vous avez les adénopathies cervicales, vous avez atteinte amygdalienne, etc. On fait plus 1 ou bien moins 1. On passe à l'âge, qui est très important. Si mon patient, il est âgé entre moins de 15 ans, d'accord? Là, c'est plus 1 parce que là, automatiquement et généralement, c'est une angine bactérienne. Si mon patient, il a entre 15 ans et 44 ans, là, c'est 0. Et si mon patient, il a de plus de 45 ans, généralement, c'est moins 1. Pourquoi? Parce que les patients qui ont plus de 45 ans, généralement, ils sont suffisamment immunisés. Donc, il n'y a pas d'angine bactérienne, c'est beaucoup plus des angines d'origine virale. Alors, vous avez ce tableau, bien sûr, le score. Le score, s'il est moins de 2, c'est une angine virale et donc la prise en charge, elle pourra être au niveau de la pharmacie un traitement symptomatique. Maintenant, si le score il dépasse les 2, là c'est une angine qui est bactérienne. Là, bien sûr, il faut l'orienter vers son ORL. Alors, là, vous avez un tableau qui résume est-ce que l'angine elle est virale ou bien l'angine elle est bactérienne. L'angine virale, c'est une angine qui va venir toute l'année. L'angine bactérienne, c'est beaucoup plus l'hiver avec un pic entre 3 ans et 15 ans. Maintenant, les signes. L'angine virale, le début, il est progressif avec pas de fièvre ou bien une fièvre qui est très légère et la présence de la toux. Une fois on a la toux, automatiquement, c'est une angine qui est virale. Maintenant, pour l'angine bactérienne, le début, il est brutal, pas de toux, avec pas de toux, bien sûr, la présence de la fièvre et une forte fièvre. Pour les signes spécifiques, bien sûr, il y a des douleurs pharyngées, des douleurs lors de la déglutition, bien sûr, il y a des amygdales congestives rouges avec la présence du pus lorsqu'on a une angine bactérienne. Le score Isaac-IMAC, il est inférieur à 2 lorsqu'il s'agit d'une angine virale, il dépasse le 2 lorsqu'il s'agit d'une angine bactérienne. Donc le traitement peut être symptomatique à l'officine lorsqu'on a une angine virale, de préférence orienté vers le médecin lorsqu'on a une angine bactérienne. Là, je vous ai mis 3 photos d'angine. Ce que vous voyez ici, bien sûr, c'est une angine érythémateuse. Généralement, elle est causée par les virus, mais attention, elle pourra être aussi causée par des bactéries. Là, c'est une angine érythématopultacée. Généralement, elle est causée par le streptocoque bêta-hémolytique, mais elle pourra être aussi causée par d'autres bactéries ou bien même par des virus. Là, vous avez une angine pseudomembranaire. Alors pour ce type d'angine, notamment des angines ulcéreuses et d'autres types d'angines, il faut donner aucun traitement et il faut orienter directement vers l'ORL. Alors, la prise en charge, bien sûr, on va donner des anti-œdémateux, de l'alpha-amylase. On peut conseiller aussi des sprays antiseptiques et anti-inflammatoires ou bien des pastilles. On peut conseiller aussi des antalgiques et des antipyrétiques, des immunostimulants. Et l'antibiothérapie, de préférence orientée vers le médecin pour donner de la bonne antibiothérapie, mais aussi, surtout, pour éviter les complications des angines bactériennes, notamment des complications locales, de la sinusite et des otites, mais aussi des complications générales du rhumatisme articulaire aigu et des complications au niveau du rein. Alors, laryngite, bien sûr, qui est une inflammation du larynx avec des enrouements, des aphonies. Là, le pharmacien peut conseiller des comprimés et des pastilles anti-inflammatoires et anti-infectieux. Bien sûr, ne pas forcer sur la voie et conseiller une bonne hydratation. On passe à la toux, qui n'est pas une pathologie, mais beaucoup plus, c'est un moyen de défense. Alors, vous avez la toux sèche, vous avez la toux grasse, elle peut être aiguë ou chronique, causée par des virus, généralement, des bactéries, mais aussi des facteurs agresseurs. Les symptômes, vous avez la toux grasse, qui est une toux bénéfique pour le corps, c'est une toux productive, avec du mucus. La toux sèche, par contre, c'est une toux qui est irritante, gênante, douloureuse et fatigante. Et généralement, c'est ce qu'on voit le plus dans les infections hivernales d'origine virale. C'est le cas du début de la rhinopharyngite et c'est le cas de la grippe. Alors, la prise en charge, vous avez ce fameux tableau. Juste pour vous dire que les informations entre les différentes encyclopédies médicales ne sont pas vraiment les mêmes. On trouve quelques différences. J'ai essayé de combiner le tout. Alors, pour la toux sèche, comme vous connaissez bien sûr, il y a les antitussifs opiacés, à savoir la codéine, la folcodine et le dextrométhorphan. Ils ont une action centrale en inhibant le centre bulbaire, donc ils vont inhiber le réflexe de la toux. Qui dit action centrale, dit des effets secondaires, notamment de la somnolence, des vertiges, de la dépression. Attention, de la dépendance par rapport à la codéine, de la dépression respiratoire, surtout par rapport à la codéine et la folcodine. Alors, il ne faut pas les conseiller chez les patients asthmatiques, les femmes enceintes, les femmes allaitantes. Attention à l'association entre IMAO non sélectif et
dextrométhorphane. Pour les enfants, la codéine, elle est contre-indiquée chez les enfants moins de 12 ans, contre-indication absolue. Et elle est déconseillée entre 12 ans et 18 ans. D'accord? Maintenant, pour la folcodine et le dextrométhorphane, ils sont contre-indiqués chez les enfants moins de 30 mois. Là, concernant la toux grasse, vous avez trouvé 4 molécules au niveau de votre pharmacie. Un, le N-acétylcystéine, qui est un mucolytique propre, il va rompre les pendisulfures. Carbocystéine, qui est un mucorégulateur et mucolytique. Mucorégulateur, il va en fait fluidifier le mucus en augmentant les mucines fluidifiantes, mais aussi il va agir sur l'hyperproduction du mucus, donc il n'y aura plus lieu. Mais aussi, selon Sédim, c'est un mucolytique comme N-acétylcystéine. Pour l'ambroxol, c'est un mucorégulateur et c'est un mycokinétique de plus qui va activer le fonctionnement ciliaire. Pour la bromhexine, c'est un mucolytique qui va rompre les polysaccharidiques ici, mucorégulateur et mycokinétique. Ces molécules ne doivent pas être conseillées en cas, bien sûr, d'asthme, en cas d'ulcère gastro-duodénal, chez la femme enceinte et la femme allaitante, sauf la carbocystéine, qu'on peut la conseiller chez ces deux types de femmes, mais vraiment en cas de nécessité. C'est comme ça écrit. Alors pour les enfants, c'est à partir de 2 ans et il faut les conseiller post-repas pour éviter les troubles digestifs. Voilà. Alors on a terminé un peu le marché, on a terminé la partie médicale et là on passe à la partie la plus intéressante par rapport à cette conférence, l'intérêt des nutraceutiques dans la prise en charge de ces pathologies hivernales. Alors là, il y a 3 parties. En fait, il y a les plantes à accent sur la toux. On va voir toutes les plantes à accent sur la toux sèche, toux grasse, toux mixte. Par la suite, il y a des plantes à action anti-infectieuse, il y a des plantes à action immunostimulante. D'accord? Il y a 3 parties. On commence par la première, les plantes à accent sur la toux. Alors là aussi, vous allez trouver 3 autres parties, les plantes à accent sur la toux sèche, la toux grasse et la toux mixte. Alors pour la toux sèche, on commence par celle-là. Il y a différentes plantes, notamment le thym, l'origan, grindelia, séroplé, mauve, guimauve, coquelicot et le plantain. Toutes ces plantes présentent une action antitussive, mais elles sont en fait classées en 2 catégories. Tout dépend du mécanisme d'action. La première catégorie, ce sont des plantes antispasmodiques. Alors, ces plantes-là, ils vont limiter la bronchoconstriction. Lorsqu'on a le message qu'il est là, et il y a une bronchoconstriction, c'est là, à ce niveau-là, où ils vont agir. C'est le cas du thym, l'origo, grindelia et séroplé. Alors, pour ces plantes-là, on ne va pas les étaler actuellement parce qu'elles présentent d'autres propriétés, notamment des propriétés anti-infectieuses et expectorantes. On va les voir par la suite. Je passe à la deuxième catégorie. Ce sont des plantes à mucilage. Alors, ces plantes-là, ce sont des plantes qui sont riches en mucilage. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en fait tapisser la muqueuse respiratoire. Donc, il n'y aura plus de contact entre les agents agresseurs et avec la muqueuse respiratoire. Il n'y aura plus de signal, tout simplement, qui va partir au centre bulbaire. Alors, ces plantes-là sont la mauve, la guimauve, coquelicot et le plantain. Vous allez trouver plusieurs d'entre elles dans les solutions et les sirops que vous avez au niveau de votre pharmacie. On commence par la mauve. La partie utilisée de cette dernière est les fleurs et les feuilles. Alors, elles sont riches en mucilage et en tanin, avec des propriétés adoucissantes, anti-inflammatoires et émollientes. Pas de contre-indication, ni d'effet secondaire par rapport à cette dernière. Juste, il faut espacer sa prise par rapport aux médicaments parce qu'elle peut diminuer leur absorption. C'est exactement le même cas pour sa cousine, la guimauve. Les parties utilisées de cette dernière sont les racines, les fleurs et les feuilles. Elles présentent la même composition et les mêmes propriétés, notamment les précautions d'emploi. Alors, la troisième plante antitussive, c'est le coquelicot. C'est une plante très connue de la famille des Papaveracées. C'est en fait un dérivé de pavot, d'accord? La partie utilisée sont les fleurs. Alors, le coquelicot, il est riche en alcaloïdes dans la papavérine. Il est riche aussi en anthocyanidine et en mucilage. Le coquelicot présente des propriétés adoucissantes, antitussives, calmantes et sédatives. Attention, il ne faut pas le conseiller chez les enfants moins de 6 ans et chez les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Le plantain, qui est une plante reconnue par l'EMA et la commission E, qui valide son action antitussif, il est riche en iridoïdes, mais aussi en mucilage. Il présente des propriétés antitussives, anti-inflammatoires et antibactériennes. Voilà.
Alors là, on passe à la deuxième partie, les plantes à accent sur l'atout grasse. Alors là, vous allez trouver plusieurs plantes. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Par faute de temps, je ne peux pas tout mettre, mais il y a d'autres plantes, bien sûr. J'ai mis en fait les plantes, quand j'ai sélectionné les plantes, j'ai mis les plantes qu'on trouve beaucoup plus au niveau des sirops que vous avez au niveau de vos pharmacies. Alors je commence, il y a le marube blanc, le radis noir, lierre grimpant, l'eucalyptus primivert. Alors le marube blanc. Alors pour le marube blanc, la partie utilisée sont les sommités fleuries. Ce dernier est riche en diterpènes, notamment la marubine. Il est riche en flavonoïdes et en huiles essentielles. Il a des propriétés expectorantes, fluidifiantes et anti-inflammatoires. Le marube blanc, selon l'Agence européenne des médicaments et la Commission E, ne doit pas être conseillé chez les femmes enceintes, notamment les femmes allaitantes et les enfants moins de 12 ans. Alors, maintenant, le marube blanc, il est reconnu par plusieurs organismes de santé qui valident son action expectorante, notamment l'EMA et la Commission E. Alors pour le radis noir, même beaucoup de femmes âgées qui disent خذ الفجل parce que كيحيد البكتيريا وتحيد السعال اللي تيكون عامر السعاله العامره. Alors effectivement, le radis noir, la partie utilisée c'est les racines. Alors ces dernières sont riches en huiles essentielles, notamment les glucosonates, dont les propriétés antiseptiques et mucolytiques, mais il est riche aussi en minéraux, tellement riche en potassium. Le radis noir présente des propriétés expectorantes, mycolytiques et antibactériennes. Attention, il ne faut pas le conseiller en cas, c'est une contre-indication absolue en cas d'obstruction des voies biliaires, et il faut tenir compte de sa teneur en potassium lorsqu'on a des patients en pharmacie qui ont une insuffisance rénale modérée à sévère, parce qu'il est tellement riche en potassium. Lierre grimpant, c'est une plante de référence, beaucoup d'études, beaucoup d'organismes qui reconnaissent son action expectorante. La partie du lierre grimpant utilisée, ou bien les parties sont les feuilles et le bois. Alors le bois, il est riche en saponosite, d'où l'action antispasmodique et expectorante. Maintenant, les feuilles, il contient des saponosites, mais aussi des acides phénols et des flavonoïdes. Alors pour les propriétés, il y a des propriétés expectorantes, antispasmodiques, antibactériennes et antitumorales. Alors les effets secondaires, le lierre grimpant peut présenter quelques troubles digestifs avec des réactions allergiques. Lierre grimpant est reconnu bien sûr par plusieurs organismes de santé, notamment l'EMA, la Commission E et les SCOP qui valident son action expectorante. Mais attention, il ne faut pas le conseiller quand mon patient il souffre d'ulcère gastro-duodénal parce qu'il va aggraver la situation. Il ne faut pas le conseiller chez les femmes enceintes et chez les femmes allaitantes et chez les enfants moins de 2 ans. Et notez bien, lorsque vous avez la plante séchée de lierre grimpant, il ne faut jamais la conseiller chez les enfants moins de 12 ans. Alors, on passe par la suite à l'eucalyptus, un expectorant et un anti-infectieux par excellence, reconnu par plusieurs organismes de santé. La partie utilisée sont les feuilles qui sont riches en huiles essentielles, notamment le 1,8-sénéol. Vous avez aussi des flavonoïdes. L'eucalyptus présente des propriétés antiseptiques, mais aussi des propriétés expectorantes et anti-inflammatoires. Il est contre-indiqué de donner de l'eucalyptus chez les enfants moins de 3 ans, la femme enceinte et la femme allaitante, mais aussi en cas d'inflammation des voies gastro-intestinales et en cas de maladie hépatique grave. Alors pour l'eucalyptus, il est reconnu par plusieurs organismes de santé, notamment l'EMA, la Commission E et les SCOP qui valident son action expectorante et antiseptique. Primivère, c'est aussi une plante très intéressante. Elle aussi, elle est reconnue par plusieurs organismes de santé. Vous avez deux parties utilisées. Alors vous avez les racines et les fleurs, sachant que les racines, elles sont plus puissantes que les fleurs. Alors, le primivère, elle présente des accents, elle est riche en saponine, qui lui confèrent les propriétés expectorantes. Elle aussi, elle est reconnue par plusieurs organismes de santé, notamment l'EMA, la Commission E et les SCOP, qui, bien sûr, valident son action expectorante, mais pour les enfants et les adultes à partir de adultes et enfants à partir de 12 ans. Alors, je reviens à la diapo. Bien sûr, primivère, elle est contre-indiquée en cas de taux allergique chez l'asthmatique et aussi, elle est contre-indiquée, contre-indication absolue chez les enfants moins de 4 ans, déconseillée chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes et chez les enfants moins de 12 ans. Donc, faites attention juste par rapport à cette plante-là en sirop lorsque vous allez faire le conseil, principalement chez les enfants.
Voilà. Alors là, on passe à la toux mixte. Alors la toux mixte, la liste aussi n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup de plantes. J'en ai choisi celles qu'on retrouve beaucoup le plus, notamment la réglisse, la fameuse réglisse, pin sylvestre, buillon blanc, grindélia, sureau, sisam et l'altéa. Alors pour la réglisse, la réglisse, c'est la partie utilisée sont les racines qui sont riches en saponine, notamment de la glycérrhizine. Ils sont riches en flavonoïdes et en coumarine. Ils présentent des propriétés à la fois expectorantes et antitussives, anti-inflammatoires, immunostimulantes et antispasmodiques. Attention, pour la réglisse, il ne faut pas dépasser 2 mg par kilo par jour de glycérrhizine, l'actif et non pas la plante, afin d'éviter les problèmes d'hypertension artérielle. Alors, la réglisse est reconnue par l'EMA et par la commission E qui valide son action expectorante, mais aussi son action antitussive qui est due aux flavonoïdes. Maintenant, la réglisse, c'est contre-indiqué de l'associer chez les patients hypertendus. C'est aussi les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants moins de 18 ans et chez les patients qui souffrent d'une insuffisance cardiaque ou bien hépatique. Et attention, pour la dose journalière maximale, elle est fixée à 100 mg de glycérrhizine, équivalent à 2,5 g de réglisse par jour. Pin sylvestre, c'est une plante qui agit sur la toux grasse et la toux mixte par excellence. C'est une plante, la partie utilisée sont les bourgeons, alors pour les bourgeons, ils sont riches en huiles essentielles, notamment les monoterpènes et en flavonoïdes. Ils présentent des propriétés expectorantes, antitussives, anti-inflammatoires et antiseptiques respiratoires. Alors pour le pin sylvestre, il est reconnu par la commission E qui valide son action expectorante et antiseptique. Voilà. Alors, le pin sylvestre, c'est contre-indiqué en cas chez l'asthmatique. C'est contre-indiqué aussi l'huile essentielle pure, je souligne sur ça, de pin sylvestre ne doit pas être donnée chez les enfants moins de 4 ans et moins de 6 ans et pendant les 5 premiers mois de grossesse. Alors, bouillon blanc, la partie utilisée de ce dernier sont les fleurs qui sont riches en mucilage, en iridoïdes et en flavonoïdes. Alors, pour le bouillon blanc, il présente des propriétés expectorantes, antitussives, anti-inflammatoires, adoucissantes et antihistaminiques. Le bouillon blanc est, selon l'Agence européenne des médicaments, est déconseillé chez la femme enceinte, la femme allaitante et les enfants moins de 12 ans. Alors, ce dernier est reconnu par l'EMA et la commission E qui approuve son action expectorante, mais aussi antitussive, avec une durée maximale de traitement d'une semaine. C'est le cas du lierre grimpant tout à l'heure. Alors, Grindélia, aussi une plante très importante. La partie utilisée sont les fleurs. Alors, les fleurs qui sont riches en acide diterpénique et en flavonoïdes. Cette dernière présente des propriétés expectorantes, antitussives à la fois, anti-inflammatoires et antispasmodiques. Grindélia ne doit pas être conseillé chez les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Voilà. Alors, je réponds à une objection que j'aurai par la suite. J'anticipe une de vos objections. Il est contre-indiqué d'associer un expectorant avec un antitussif, n'est-ce pas? Comment ça se fait que ces plantes-là, ils agissent en même temps sur la toux grasse et sur la toux sèche, alors que c'est contre-indiqué d'associer les deux? Alors en fait, il est contre-indiqué d'associer un expectorant avec un antitussif d'accent central. Oui, parce que l'expectorant, le but c'est de faire sortir, et l'antitussif d'accent central, il va bloquer le réflexe. Là, c'est OK. Maintenant, il y a le risque, bien sûr, d'inondation bronchique. Maintenant, pour les produits naturels, c'est un expectorant mycolytique, oui, fluidifiant. Chaque plante a son mécanisme d'action. Mais ce sont des antitussifs à accent périphérique et non pas à accent central, par deux mécanismes d'action, soit un effet antispasmodique, soit ce sont des plantes à mucilage. Et du coup, le réflexe de la toux, il est toujours là, il est toujours présent, il n'y a pas de contre-indication. Voilà. Alors, on passe à la deuxième partie, les plantes anti-infectieuses. Alors là, vous allez trouver le thym, propolis, cyprès, ravensara, l'huile essentielle, l'ail et le sureau noir. Alors, pour le thym, la partie utilisée sont les fleurs et les feuilles. Ces dernières, elles sont riches en huile essentielle et en flavonoïdes. Les huiles essentielles, notamment le thymol et le carvacrol. Alors, les huiles essentielles présentent des propriétés antiseptiques, antispasmodiques et expectorantes. Les flavonoïdes, par contre, ils ont une action décontracturante musculaire. Alors le thym, il ne faut pas, c'est déconseillé de le donner chez les enfants moins de 4 ans, quand on a exactement les huiles essentielles de thym et les teintures de thym. D'accord? Ces deux extraits, il ne faut pas les donner chez les enfants moins de 4 ans. Sinon, on peut le donner, il n'y a aucun problème. Alors pour le thym, bien sûr, il est reconnu par des organismes de santé, notamment l'OMS, la Commission E, l'ESCOP et l'EMA, qui valident et reconnaissent son action
antiseptique, anti-infectieuse, mais aussi son action expectorante. Et puisqu'il a une action antispasmodique, il y en a d'autres études et d'autres références qui valident aussi son action antitussif. Voilà. Alors, cyprès, c'est une plante qui est aussi très très bien. La partie utilisée, c'est le noix de cyprès qui est riche en tanins, notamment des proanthocyanidines. Il est riche aussi en acide diterpénique. Les propriétés qui présentent le cyprès sont des propriétés antivirales, antimicrobiennes et antioxydantes. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune contre-indication par rapport à ce dernier. Voilà. Alors, pour l'ail, on a tous de l'ail au niveau de nos cuisines, n'est-ce pas? L'ail, il est utilisé depuis plus de 5000 ans. La partie utilisée est le bulbe qui est riche en dérivés soufrés, notamment l'alicine. Alors pour l'ail, il présente des propriétés antiseptiques et antibactériennes. Et l'ail est reconnu par l'EMA, l'OMS et l'ESCOP qui reconnaissent son action pour soulager les pathologies respiratoires et hivernales. Sureau noir. Alors là, c'est une plante anti-infectieuse de référence. Très reconnue, beaucoup d'études sur cette dernière. Alors pour le sirop, la partie utilisée sont deux, les fleurs et le baie, ce qu'on appelle le fruit. Alors pour le fruit, il est riche en anthocyanes, en tanins et en flavonoïdes. Pour les fleurs, elles sont riches en flavonoïdes, en acide caféique, en triterpènes. Il présente des propriétés antivirales, c'est un excellent antiviral, mais aussi expectorante, anti-inflammatoire et sudorifique. Alors attention, si on prend des baies qui sont crues, on peut avoir des vertiges, des convulsions, des nausées et des vomissements. Pourquoi? Parce qu'elles sont riches en substances toxiques, ce qu'on appelle la symbunigrine. D'accord? Alors là, je fais un petit zoom sur ce dernier, comme ça vous allez mieux choisir quand vous allez le trouver au niveau des sirops ou bien au niveau des nutraceutiques que vous avez au niveau de votre pharmacie. Alors pour les fruits, alors le fruit, les baies doivent obligatoirement être consommés cuits pour éviter et éliminer la substance toxique qui est le symbunigrine. Mais par précaution d'emploi, il ne faut pas... Alors, cette molécule, lorsqu'on va le consommer cuit, il n'y aura plus cette molécule toxique. Mais par précaution d'emploi, il ne faut pas le conseiller chez la femme enceinte, la femme allaitante et chez les enfants moins de 12 ans. Maintenant, pour les feuilles et les écorces du sureau, il ne faut pas les conseiller ni les consommer, quel que soit l'extrait, parce qu'ils contiennent une autre molécule toxique, ce qu'on appelle de la lectine, qu'on ne peut pas éliminer, quel que soit l'extrait. D'accord? Par contre, en revanche, les fleurs de sirop ne contiennent ni de lectine, ni de symbunigrine et peuvent être conseillées chez tous vos patients, notamment la femme enceinte, la femme allaitante et les enfants. Alors, pour le sirop, il est reconnu par l'OMS, l'EMA et la Commission E qui valide son action anti-infectieuse, antivirale principalement et expectorante. Mais attention, il valide son action par rapport aux fleurs de sirop et non pas par rapport aux fruits de sirop. Le sirop, il présente une action immunostimulante antivirale même sur le virus de la grippe H1N1 principalement. Voilà. Alors, propolis. Vous avez de la propolis au niveau de votre pharmacie, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce qu'elles sont toutes à efficacité égale? Ah, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Hein? Pardon? Ça dépend de l'origine, oui, et ça dépend de certains critères aussi. Alors, tout d'abord, propolis, elle est riche en flavonoïdes, en huile essentielle et en acide phénol. Elle présente des propriétés antiseptiques, antibactériennes, anti-inflammatoires et immunostimulantes. Mais pour avoir une bonne propolis, il faut répondre à 3 critères. Le premier critère, elle doit être purifiée. Purifiée, c'est-à-dire qu'on doit éliminer toutes les substances toxiques, allergènes, poussières, virus, etc. 2, elle doit être dépiraffinée, sans cire. Figurez-vous que si on a de la cire, de la propolis avec de la cire, ben elle est faiblement biodisponible, on ne va rien en bénéficier. Donc, elle doit être dépiraffinée. Troisièmement, de préférence, elle doit être titrée en flavonoïdes et en polyphénol, voilà, pour avoir une meilleure efficacité. Alors là, on passe à action sur le système immunitaire, action immunostimulante. Vous avez en première partie les plantes immunostimulantes. Il y a beaucoup de plantes immunostimulantes, notamment les l'éleutérocoque, l'astragale, l'Incaria, les glantiers et la cérola. Mais je vais commencer par la Rolls-Royce, effectivement, des plantes immunostimulantes. J'ai commencé par l'échinacée, en arabe. C'est une plante avec beaucoup d'espèces. 3 sont utilisées en but médicinal, notamment l'échinacée purpura et l'échinacée
angustifolia. Alors, on peut utiliser soit la racine, soit la plante entière de l'échinacée. Ces dernières, elles sont riches en polyphénols, notamment les échinacosides, en flavonoïdes et en alkylamides. Alors, l'échinacée, elle présente une action immunostimulante de référence reconnue par plusieurs études et plusieurs références. Elle présente aussi une action anti-infectieuse, antivirale et antibactérienne, mais aussi une action anti-inflammatoire. Elle peut causer quelques réactions allergiques et troubles digestifs, donc faites attention. Maintenant, pour l'échinacée, c'est contre-indiqué de la conseiller chez les enfants et nourrissants plutôt moins de 12 ans atopiques. Ça veut dire qu'il présente bien sûr un risque. Sinon, elle est déconseillée au-delà de cela. Mais par précaution d'emploi, tout dépend en fait de la dose. Maintenant, pour les enfants moins de 6 ans, la dose recommandée ne doit pas dépasser entre 50 à 150 mg par jour. D'où l'importance de vérifier les sirops que vous avez entre vos mains lorsqu'ils présentent de l'échinacée. Maintenant, pour les enfants de plus de 6 ans, la dose recommandée ne doit pas dépasser 150 à 300 mg par jour. Voilà. Alors, l'échinacée est contre-indiquée en cas de tuberculose, en cas de sclérose en plaques, mais aussi en cas de maladies auto-immunes et d'immunodéficience. Oui, mais parce que pour les pathologies où on a une immunodéficience, où on a les maladies auto-immunes, etc., l'immunité elle n'est pas équilibrée. Donc il faut éviter de donner ce genre de plantes, notamment en chimiothérapie, etc. Il ne faut pas donner ce genre de plantes. Même les antioxydants, on les évite. La curcumine, pour en chimiothérapie, etc., on l'évite, on ne la donne pas. Ça perturbe l'immunité. Alors, l'échinacée est reconnue par l'OMS, la Commission E et l'Agence européenne des médicaments qui valident son action, bien sûr, immunostimulante par excellence. Vous allez trouver aussi l'astragale, qui est aussi une plante immunostimulante. Vous allez trouver l'églantier. Alors, soit vous pouvez trouver l'églantier, ou bien vous allez trouver au niveau des sirops que vous avez dans vos pharmacies, le fruit de l'églantier, ce qu'on appelle le cynorrhodon. Et le cynorrhodon, il est très, très riche en vitamine C, avec une richesse extrême. Il va donner en même temps un effet immunostimulant, mais aussi un effet tonifiant. Alors, on passe à la deuxième partie des nutraceutiques à action immunostimulante, ce sont les vitamines et les minéraux. Je ne peux pas parler des 3 piliers de cette catégorie, notamment de la vitamine D, la vitamine C et le zinc. Alors, la vitamine D, c'est une vitamine indispensable pour le bon fonctionnement de l'organisme. Elle présente plusieurs rôles. Aujourd'hui, je vais parler uniquement du rôle immunostimulant. La vitamine D, elle a un effet immunomodulateur. Elle stimule les macrophages et les cellules dendritiques, mais aussi elle régule la réponse inflammatoire. Elle augmente les cytokines anti-inflammatoires et diminue les cytokines pro-inflammatoires qui sont responsables de la tempête inflammatoire et donc des formes létales et sévères qu'on va voir. C'est comme si ce qu'on a vécu pendant la période de Covid, la dépression respiratoire, etc. Alors, il faut savoir qu'un niveau de vitamine D normal permet d'avoir moins de fréquence et d'intensité de pathologie hivernale. Voilà. Maintenant, est-ce que je conseille la vitamine D dose journalière ou dose de charge? Alors, l'administration de la vitamine D en dose journalière a prouvé son efficacité par rapport à la dose de charge. Pourquoi? Parce que c'est une vitamine qui est physiologique, mieux assimilée par l'organisme, avec un taux stable et maîtrisé de la vitamine D tout au long de la supplémentation. Mais ce qui est beaucoup plus important que tout ça, c'est le taux du calcitriol de la vitamine D activée et dont on a besoin, qui est plus élevé par rapport à la dose de charge. Pourquoi? Parce que chaque jour, on est en train d'activer de la vitamine D. Donc, le taux par la suite, il est plus important. Bien sûr, sans effet secondaire, ni chute, ni calcification, ni hypercalcémie, sont aussi difficiles en vitamine D, adaptés à toutes les situations, que ce soit traitement d'attaque, traitement curatif et préventif, que ce soit traitement d'entretien, traitement vulnérable, préventif aussi chez les patients vulnérables. Adapté à tous les profils patients, sujets âgés, femmes enceintes, nourrissants, enfants, etc. Alors, la vitamine C, aussi importante que la vitamine D, elle joue un rôle important antioxydant, tonifiant, mais aussi immunostimulant. Les apports journaliers recommandés, ils étaient de 60 mg par jour. Actuellement, ils sont de 80 mg par jour. Pour la vitamine D, actuellement, ils sont de 400 unités internationales par jour. Ils ont augmenté. Alors, la dose maximale, c'est de 2 grammes par jour concernant la vitamine C. Alors, au niveau de votre pharmacie, vous avez 2 types de vitamine C. La vitamine C synthétique et la vitamine C naturelle à base d'acérola. Est-ce qu'il y a une différence? Oui. Pourquoi? Parce que la vitamine C naturelle qu'on retrouve
retrouve au niveau principalement de l'acérola, en fait, elle est entourée et elle est encapsulée de ce qu'on appelle des cofacteurs. Il s'agit de flavonoïdes et de polyphénols attachés à cette dernière. Et ces derniers, ils vont jouer un rôle très important. On aura une libération qui est prolongée. Et donc, on aura un effet tonifiant, boost, toute la journée, qui va être prolongée toute la journée, contrairement à la vitamine C qui est isolée. Les cofacteurs, ils vont améliorer sa biodisponibilité. Et d'ailleurs, c'est selon des études, la vitamine C naturelle, elle est hautement biodisponible par rapport à la vitamine C synthétique. Alors, l'action immunostimulante qui est bien sûr optimale grâce à la présence des polyphénols qui englobent la vitamine C naturelle, bien sûr sans effet digestif, sans trouble digestif ni rien du tout. Alors, voilà, le zinc aussi, c'est un minéral qui est assez important pour renforcer le système immunitaire, pour lutter contre l'inflammation, mais c'est aussi un antioxydant. La dose journalière, elle est de 8 à 11 mg par jour. La dose maximale à ne pas dépasser 40 mg par jour. Voilà, donc là, la partie des plantes, elle est là. Vous avez une idée sur toutes les plantes anti-infectieuses, immunostimulantes, etc. Ce qui est important au niveau d'un nutraceutique aussi et d'un produit, à part la présence des plantes de référence, sous quel extrait elle est cette plante-là. On a cette plante-là. Alors, vous me demandez assez souvent cette question et aujourd'hui, j'ai demandé de mettre quelques extraits, les plus importants qu'on retrouve au niveau de la pharmacie. Je vais commencer par la meilleure. Bien sûr, par le meilleur, c'est les huiles essentielles. Les huiles essentielles, on va l'obtenir lorsqu'on a des plantes aromatiques par 3 manière, soit entraînement à la vapeur, soit expression à froid ou bien une distillation sèche. Et par rapport à la concentration, elles sont très concentrées en actif. C'est-à-dire quand on va les trouver, ça c'est la meilleure des choses. Après, pour l'extrait fluide, vous avez l'extrait aqueux ou bien l'extrait qui est alcoolique. Alors là, on prend la plante, séchée bien évidemment, on va la mettre en macération dans un solvant qui contient soit de l'eau, soit de l'alcool, et on va laisser l'extraction des principes actifs. Après, il faut faire de la concentration. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir 1 gramme d'extrait fluide. Il contient les mêmes actifs que 1 gramme de la plante séchée. Et là, la concentration en actif, elle est modérée. Maintenant, pour les teintures, alors les teintures, c'est un extrait hydroalcoolique. En fait, on prend les plantes séchées, on les met en macération dans un solvant qui contient de l'eau et de l'alcool. D'accord? Alors, un solvant qui contient de l'eau et de l'alcool, là, soit on a une partie de plante pour 5 parties de solvant, ou bien on a une partie de plante pour 10 parties de solvant. D'accord? Alors là, puisqu'il contient de l'alcool, bien sûr, quand vous trouvez des teintures, il ne faut pas les conseiller chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants et les patients qui présentent des problèmes avec de l'alcool. Voilà. Alors pour la concentration, elle est haute en actif. C'est une très belle concentration. Par la suite, vous allez trouver les extraits secs. C'est très important d'avoir un extrait sec. C'est quoi un extrait sec? En fait, on prend un extrait fluide, quel que soit l'extrait fluide, aqueux, alcoolique ou bien hydroalcoolique, et on va éliminer le solvant. D'accord, pour avoir uniquement de l'extrait sec. L'élimination de solvant, elle se fait par 2 manières. Soit la libulisation, c'est-à-dire l'évaporation à une basse température, mais là, les molécules thermosensibles, on ne va pas les préserver. Sinon, on va faire de la lyophilisation, et c'est une méthode à vide et à froid, et là, on va préserver aussi les molécules thermosensibles. Pour les extraits secs, ils sont tellement concentrés aussi en actifs. Alors, par la suite, vous allez trouver les macérats glycérinés. Alors, pour les macérats glycérinés, en fait, ce qu'on appelle de la gémothérapie. C'est quoi? C'est qu'on prend les bourgeons qui sont très riches en actifs et on les met en macération dans un solvant qui contient à la fois de l'eau, de l'alcool et de la glycérine. Et donc, on a un large spectre d'extraction. C'est très intéressant. Mais il faut conseiller le macérat mère qui est concentré et éviter de conseiller le macérat glycériné parce qu'il est dilué. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Pour le macérat, lui aussi, la concentration, elle est haute. Et voilà. Là, vous avez le classement selon les principes actifs. Les très riches, les plus concentrés en actifs sont les huiles essentielles et les extraits secs. Après, les très concentrés sont les macérats mères et les teintures. Les moyennement concentrés sont les extraits fluides et les moins concentrés sont les macérats indiciels, la poudre et les teintures. Attention, je ne dis pas que les extraits fluides, par exemple, ne sont pas bien. Non, ils sont bien. Il y a des actifs, ils sont riches. Mais quand on a des extraits secs ou bien quand on a des huiles essentielles ou bien des macérats mères, c'est
c'est plus important. Voilà. Alors là, je pense que j'ai répondu à la question que je vous ai dit au début de la conférence. Je vais vous donner tous les éléments nécessaires pour bien différencier, choisir, mais aussi conseiller les nutraceutiques d'une manière adaptée et professionnelle. C'est exactement cette diapositive. Alors là, la première des choses, c'est le nombre de plantes de référence. Quand vous avez un sirop, un spray, un comprimé à sucer entre vos mains, la première des choses à détecter, c'est le nombre de plantes, mais de référence, qui présentent tous, ou bien toutes, excusez-moi, la même action. Là, pourquoi? Parce que la phytothérapie, elle est basée sur l'accent synergique. Les actifs, l'efficacité, elle est meilleure. La deuxième des choses, c'est la partie ou les parties utilisées et qui sont riches en actifs. La troisième des choses, est la plus importante. Est-ce que c'est titré et standardisé ou pas? Titré, on ne ramène pas la plante telle qu'elle est, mais on ramène les actifs qui sont responsables de l'effet thérapeutique, notamment les polyphénols, les flavonoïdes, les saponines, etc. Standardisé, ça veut dire que en fait, ce complément alimentaire, il répond aux normes de standardisation, il répond aux bonnes pratiques de fabrication. Les compléments alimentaires ne sont pas comme les médicaments, on n'a pas le même contrôle dessus. Mais quand on a un complément alimentaire avec des plantes, vous pouvez le prendre maintenant, 10 ans, il était efficace, vous le prenez 2 ans ou 3 ans par la suite, c'est le même produit, mais ce n'est pas la même efficacité. Pourquoi? Qui nous assure qu'il s'agit de la même composition et plus haut que cela, le même dosage des composants en termes de principes actifs, en termes de saponine, de flavonoïdes, etc. La standardisation, c'est un élément qui est très important de nos jours. Alors, le type d'extrait, c'est aussi important. Est-ce que ce produit, il est riche en huile essentielle, en extrait sec, en macérat glycériné, en teinture, en extrait fluide, ou bien il s'agit par exemple de poudre de plante. De poudre de plante, on a pris la plante telle qu'elle est, on l'a séchée, broyage, et puis on l'a mis dans le nutraceutique. D'accord? Voilà. Et bien évidemment, le dosage. Le dosage, parce qu'il y a beaucoup de plantes qui sont dose dépendantes. Autant qu'on augmente la dose, autant l'efficacité elle est meilleure, sans oublier bien sûr les effets secondaires et les contre-indications. Voilà. Alors aujourd'hui, je représente le laboratoire MediPro Group, qui est un laboratoire leader sur des nutraceutiques depuis plus de 25 ans en marché marocain. Alors, je vais défiler quelques produits qui sont les plus connus pour le laboratoire MediPro Group par rapport au système respiratoire. Alors, je commence par notre best-seller, le Apixol. Apixol, qui est une solution pour la toux sèche et la toux grasse. Alors, Apixol, il va agir sur ces deux toux grâce à 8 actifs de référence. Vous avez notamment le propolis, l'échinacée, le sureau et l'eucalyptus, titrés en extrait sec et en huile essentielle. Tous les actifs d'Yellow sont en extrait sec et en huile essentielle, avec une action immunostimulante qui est renforcée par l'échinacée, mais aussi de la vitamine C, sans alcool, sans effet secondaire. Et ce qui est très important aussi, c'est la maniabilité. Vous avez 2 Apixol, Apixol enfant et adulte, avec 2 compositions et 2 dosages des composants qui sont différents l'un de l'autre pour assurer la sécurité d'utilisation chez vos patients. Alors pour le phytopolis, c'est aussi un autre sirop pour la toux sèche et la toux grasse. Il est à base de 5 actifs, notamment le propolis, l'échinacée, thym, mauve, avec la vitamine C. Là, Phytopolis, il est titré et standardisé en polyphénol et en flavonoïdes, tous les actifs de Phytopolis, avec une action immunostimulante et anti-infectieuse renforcée, sans alcool, sans effet secondaire, lui aussi, de présentation avec 2 compositions et 2 dosages différents. Voilà. Alors, pour le Tosedi, c'est la nouveauté du laboratoire MediPro, avec un maximum d'actifs nutraceutiques. Il s'agit de 10 actifs nutraceutiques, avec de plus des minéraux tels que le cuivre et le manganèse, et de la vitamine C de plus. Alors, en extrait sec et en extrait aqueux, avec une action immunostimulante renforcée par l'échinacée, le cuivre et la vitamine C, un goût mentholé qui va décongestionner sur place et qui va prolonger l'efficacité, sans alcool, sans effet secondaire, disponible en 2 présentations, actuellement uniquement pour les adultes à partir de 12 ans. Voilà, le Phytorax spray-gorge. Alors là, c'est pour les maux de gorge, angine, pharyngite et aphte oropharyngée. Il va assurer une action anti-inflammatoire et anti-infectieuse garantie par 8 actifs, toujours en extrait sec et en huile essentielle. Apixol, Phytorax, excusez-moi, spray-gorge, c'est un dispositif médical. Alors,
faites attention s'il vous plaît, lorsque vous trouvez ça au niveau de votre pharmacie, ce tube, etc., ils ne sont pas tous des dispositifs médicaux. Ici, au Maroc, la DMP, un dispositif médical, c'est un produit qui va permettre une action barrière, un effet barrière, donc un film protecteur. Et même si on trouve cette, on va dire, forme galinique, mais ça ne veut pas dire que c'est un dispositif médical. D'accord? Alors, Phytorax, c'est un dispositif médical qui va permettre un film barrière grâce à 2 composants et un film protecteur. Voilà, un embout pulvérisateur multidirectionnel avec 2 présentations. Le Phytorax enfant à partir de 3 ans et le Phytorax adulte à partir de 12 ans. Toujours 2 compositions et 2 dosages différents. Alors, Apixol spray nasal, là aussi, c'est un dispositif médical à base d'un microgel qui va tapisser les fosses nasales. Il va non seulement décongestionner, mais ce qui est important, il va aseptiser les fosses nasales. Il est à base de propolis, eucalyptus, menthe et lécithine. N'irrite pas, n'assèche pas et sans médicaments vasoconstricteurs. Rhinolayan, alors là, c'est une gamme d'hygiène nasale qui diffère des solutions d'hygiène nasale à base d'eau de mer. Rhinolayan 1, c'est à base de sel d'Himalaya qui sont riches en 84 oligo-éléments et minéraux et donc ils vont permettre une action nettoyante plus rapide. Deuxièmement, elle est riche en plantes de plus, des plantes à propriétés anti-infectieuses, anti-inflammatoires ou même anti-allergiques. C'est le cas de Rhinolaya Protect qui contient de plus de la Sabadilla officinalis et de l'Allium cepa, 2 plantes antihistaminiques et d'où dans l'indication est la rhinite allergique. Alors de plus, il contient des minéraux de plus, notamment le cuivre, le manganèse, le fer, etc. Alors 4 présentations, vous avez le Rhinolaya Kids pour les bébés, je me mets là, ça fait me chat. Je me mets ici. Alors, vous avez le Rhinolaya Kids, c'est pour les bébés à partir de 0 âge, les bébés qui souffrent soit de congestion ou bien de rhinorrhée. Rhinolaya Isotonique, c'est pour les adultes qui souffrent de rhinorrhée. Rhinolaya Kids, c'est pour les bébés à partir de 6 mois et les adultes qui souffrent de congestion nasale. Rhinolaya Protect, c'est en cas de rhinite allergique à partir de 0 âge. Bien sûr, avec un embout adapté et un système de microdiffusion. Voilà. Alors là, en cette période, vous savez que les pathologies hivernales, ils sont 80% de cause virale, d'où l'importance de ne pas donner un antibiotique. Mais si un antibiotique, il n'est pas bien, si au contraire, il est très efficace, mais quand l'origine, elle est bactérienne. Et donc là, quand on a des patients qui souffrent de pathologies hivernales au tout début, qui viennent chez nous en premier lieu, au lieu de donner de l'antibiothérapie, ça serait plus intéressant de renforcer le système immunitaire et de lutter et de combattre le virus. Alors là, Medipro vous a ramené 2 solutions, le Biotinax, qui est un immunostimulant et un antiviral à partir de 12 ans et qui est riche en actifs, notamment l'ail, propolis, sureau, l'olivier, gingembre, érythrocoque et incaria, fortement dosé, c'est 650 mg par comprimé, à partir de 12 ans. Pour les enfants, vous avez la nouveauté, Nobios sirop, avec Nobios gélule aussi, avec une composition différente. Là, vous avez l'ail, le thym, l'origan, le romarin et la bardane. Voilà. Alors, Maxitone vitamine C, c'est une vitamine C naturelle, hautement biodisponible, avec une efficacité prolongée toute l'année. Vous pouvez faire la dégustation si vous voulez pour s'assurer de cette information, bien sûr sans effet digestif. Et Novizinc, c'est une association de vitamine C et de gluconate de zinc. Donc, sans effet secondaire lié aux autres sels de zinc, c'est du gluconate sans sec, sans sucre, adapté à vos patients hypertendus et à vos patients diabétique. Oui, on peut le donner chez la femme enceinte, pas de problème. 1 à 2 comprimés par jour. Oui. Alors, je clôture avec Détroanom qui est une dose journalière. Détroanom, il s'agit que vous pouvez conseiller chez tous vos patients sans bilan à raison d'une dose préventive. D'accord? C'est 5 gouttes par jour. 1000 unités internationales par jour, c'est la dose qui est recommandée par la Société marocaine de rhumatologie. 1000 unités internationales par jour. Alors la durée, il n'y a pas de durée. Quand on a un traitement préventif ou un traitement d'entretien, il n'y a pas de durée. La durée, c'est que lorsque le patient s'expose correctement au soleil. Maintenant, etc., elle s'est exposée comme il le faut, ça passe. Elle s'est exposée, il n'y a pas de souci, elle ne prend pas. Mais après, s'il n'y a pas d'exposition, elle doit prendre ses 5 gouttes par jour. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de... Autant qu'elle le prend, c'est intéressant.
D'accord? Autant qu'elle le prend, c'est intéressant. La durée, c'est par rapport au traitement curatif. Quand quand on a de la carence ou bien de l'insuffisance. Alors oui, ici, il y a la durée. Oui, et parce qu'en fait, les 5 gouttes, les 1000 unités internationales, c'est une dose qui est vraiment minime, c'est juste pour avoir toujours le taux de la vitamine D nickel au niveau de notre organisme. Alors, vous pouvez la conseiller chez qui? Vous pouvez la conseiller chez toutes les patients âgés, mais aussi les femmes voilées, les femmes ménopausées, les nourrissants, les enfants, les patients obèses, parce qu'ils n'en profitent pas de la vitamine D, les patients avec le teint brun, parce que eux aussi, ils sont toujours carencés en vitamine D. C'est toujours 5 gouttes par jour. Maintenant, pour le nourrissant, s'il est allaité exclusivement par le lait maternel de sa maman, la maman allaitant 5 gouttes, le bébé 5 gouttes. Si la maman elle lui donne le lait artificiel, n'importe quelle que soit la gamme, d'accord, ils ont tous le même nombre d'unités en vitamine D. On donne uniquement 3 gouttes parce que Huma Tikun fait 400 unités, les 600, donc 3 gouttes. Voilà. Et bien sûr, sans oublier de supplémenter toutes les personnes que vous avez au niveau de votre pharmacie pendant la période hivernale. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.